Bonjour à tous et bienvenue dans Street Foot, l'émission sportive dédiée au football africain, maghrébin et international. Aujourd'hui, nous allons parler des compétitions africaines et notamment la Ligue des Champions et la Coupe des Confédérations. Pour cela, je serai accompagné de deux chroniqueurs. Raïd, spécialiste du football tunisien. Bonjour Raïd. Bonjour Anis, bonjour Feter, bonjour à toute la communauté Street Foot. Et Fater, le spécialiste du football marocain. Bonjour Fater. Bonjour Anis, bonjour Raïd et salam à tous. Alors, nous allons parler dans un premier temps de la Ligue des Champions d'Afrique. On connaît les demi-finales. Le premier match, c'était l'Espérance de Tunis qui, après un nul à Sétif, recevait l'équipe Aradès, l'équipe algérienne Aradès, et élimination de l'Espérance. Raïd. Élimination un petit peu surprise, faut le dire. On en avait parlé déjà la semaine dernière avec un match retour sans public quand on connaît la force du public de l'Espérance pour ramener des victoires. Un non-match des joueurs de Radi Jaidi, avec un Radi Jaidi qui, on en reparlera juste après, qui nous a tous surpris avec ses déclarations d'avant-match en nous disant que l'entraîneur de Sétif n'avait jamais vu un stade comme Aradès, n'avait jamais joué à Aradès et Un stade à huis clos. Ouais, qu'il aurait dû, qui va avoir du mal à dormir à la veille du match. Bah écoute, je pense qu'il a juste motivé les joueurs de Sétif qui sont venus avec leur force. C'est pas une, il faut le dire, c'est une grande surprise de voir Sétif dans le dernier carré, mais qui ont joué les bons coups, qui ont marqué, qui ont piqué une fois, et qui sont restés derrière tout le match et avec une domination de l'Espérance, ça fait une élimination surprise pour l'équipe tunisoise. Fatah, une équipe algérienne qui a du mal dans le championnat algérien, qui est mal classée, 10e si j'en abuse. Une équipe algérienne qui est arrivée et qui a joué avec ses atouts en contre et un but de Djabou pour éliminer cette formation espérantiste. On attendait beaucoup plus de l'Espérance, Fatah. Ouais, c'est ça. Je pense que, comme l'a dit Raïd, c'est un peu surprise de se retrouver avoir l'Espérance battue à domicile face à Sétif. Bon, c'est un peu symptomatique de ce qu'on a vu ces dernières années du côté de l'Espérance depuis 2019 et la finale un peu catastrophique à Radès en 2019 face au Wydad. On a vu que l'année d'après, l'Espérance a été éliminée face aux Zamalek en quart. L'année d'après, il y a eu une demi face à l'Ali, mais ils étaient arrivés en demi de façon un peu compliquée, notamment au pénalty face à Belouizdad. Et cette année, l'Espérance qui sort en quart de finale, c'est vrai que c'est une surprise. On ne s'y attendait pas. Maintenant, je pense qu'ils sont tombés face à un grand gardien de Sétif, il faut le souligner. Un très bon gardien qui a fait plusieurs arrêts. Sofiane Kariaka. Qui a fait un super match. Le but, comme l'a dit Raïd, c'est arrivé un peu sur une perte de balle du défenseur algérien Badran. Qui est de Sétif, qui joue à Sétif. Voilà, qui a fait la passe décisive, entre guillemets, aux joueurs algériens pour amener le but de Djabou. Je pense qu'il faudrait, du côté espérantiste, refaire un peu un grand ménage, un grand nettoyage. L'Espérance qui l'année dernière s'est fait éliminer en demi-finale, rappelons-le, contre El Ali. L'Espérance qui, depuis quelques années, a des problèmes à des postes qui sont très importants, notamment le numéro 9, Raïd. Oui, le poste de numéro 9 est devenu un problème sérieux à l'Espérance. Maintenant, je pense qu'il y a eu une énorme erreur en ne donnant pas une prolongation à Yacine Khenissi. Quand on sait aujourd'hui la rareté des bons attaquants en Afrique, Khenissi était une valeur sûre en Afrique depuis des années. On a préféré mettre fin à son contrat, le laisser partir au Koweït. Dans un championnat où il y a très peu de niveaux, Khenissi, il ne faut pas l'oublier, c'est le numéro 9 de l'équipe nationale depuis quelques années, même si c'est vrai que Kazri l'a souvent suppléé à ce poste-là. Aujourd'hui, l'Espérance, depuis 3 ans maintenant, cherche un nouvel attaquant. Donc on avait déjà anticipé en fait le départ de Khenissi. On avait ramené Ouattara, ça n'avait pas marché. On avait ramené Abdelbassit, le Ghanéen, ça n'avait pas marché. On avait ramené Tougaï du championnat belge, ça n'avait pas marché. À un moment donné, faut peut-être laisser de côté les orgueils
répondre aux exigences de Khenissi qui étaient certes élevées, mais quand on sait aujourd'hui que son numéro 9, bah voilà le résultat. Il y a un moment donné, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir du côté de l'Espérance. Quand on sait qu'un joueur comme Hamdoulrouni, qui depuis sa Coupe du Monde des clubs au Qatar ne fait plus rien, donc ça fait concrètement plus de 2 ans que ce joueur-là est un joueur fantôme. Il est payé, je crois, $80 000 le mois. Il y a un moment donné. Et du côté de la formation, à l'Espérance, pourquoi on ne travaillerait pas à sortir et à donner un peu sa chance au produit local? Parce que exactement, il y a la formation aujourd'hui, il y a un problème de numéro 9 un peu partout. Un joueur comme Zied Berima, on en parle depuis des années, mais qui n'a jamais explosé en fait. Il n'est pas réellement neuf, Zied Berima. Il n'est pas réellement neuf, effectivement, mais c'est juste un exemple pour montrer ou pour expliquer du moins que voilà, on a du mal à donner la chance aux jeunes. Et puis quand on leur donne leur chance, quand on voit un joueur aujourd'hui comme Arfaoui il n'apporte aucune plus-value, je trouve, à cette équipe. On le voit souvent depuis que Jared est arrivé. Il y a vraiment de quoi se poser des questions. Quand on voit le Raed Feder à arrière droit, qui de base est un milieu offensif droit, c'est pareil, aucun niveau. Enfin, c'est des joueurs, avec tout le respect que j'ai pour eux, qui n'ont pas leur place en fait au sein de cette équipe, qui n'ont vraiment pas du tout leur place. Des recrutements pareil au même poste comme Zied Mechmoum, c'est idem. Enfin, de base, on ne comprend même pas comment ces joueurs puissent atterrir dans un club qui aspire à être champion d'Afrique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Le manque d'expérience de Radi Jaidi, pour moi, c'est une faute. Revenons sur le terrain. Que s'est-il réellement passé? Parce qu'une première mi-temps où l'Espérance n'a pas joué, puis une deuxième mi-temps où l'Espérance a poussé. L'Espérance, elle s'est créé un nombre incalculable d'occasions. Il faut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont tombés sur un gardien qui a fait le match, je ne sais pas si c'est de sa vie, mais en tout cas de cette Ligue des Champions. Parce qu'il sortait absolument tout. Et tu sais, Anis, que quand tu donnes de la confiance à un gardien, ça y est, il suffit 1, 2, 3 arrêts. Il est inarrêtable de tout le match, après c'est fini. Donc moi je pense que oui, effectivement il y a un problème peut-être d'efficacité, parce que Ewala, moi je le trouve pas. Alors Ewala qui est plus ailier, c'est pas réellement ailier, numéro 9, il repique dans l'axe aussi, oui. Au niveau de l'attaque. Je pense pas que ce soit un mauvais joueur, loin de là. Maintenant je pense qu'il y a un problème peut-être de travail à l'entraînement qui fait que qui fait que tu vas retrouver tes joueurs beaucoup plus efficaces le jour du match. Parce que l'Espérance a frappé, je sais pas, j'ai pas les stats là. Non, mais 78% de possession de balle en deuxième mi-temps. Il y a eu au moins 10 frappes. Bien sûr, au moins 2 fois les montants. Ouais. Bougrine, a-t-il manqué le joueur marocain à l'Espérance sportive de Tunis, Raïd? Clairement, je pense qu'il a manqué. Après le problème majeur, c'est le numéro 9. Son numéro 9, tu marques pas. Après, c'est un problème que tu retrouves aussi en sélection nationale de Tunisie. Oui, bien sûr. C'est aussi le problème en faisant le parallèle avec l'Espérance. Mais aujourd'hui, clairement, l'Espérance se trompe dans son recrutement. C'est anormal d'avoir laissé partir Khenissi quand on sait justement qu'il n'y a aucun numéro 9 en Afrique déjà de base et que c'est l'un des seuls qui a le niveau. Il a quel âge Khenissi là aujourd'hui? Il a 30 ans. Il a 30 ans, je le voyais beaucoup plus. Non, il a 30 ans. On va dire qu'il est au sommet. C'est un joueur très expérimenté. Aujourd'hui, clairement, depuis le début de saison, depuis la première journée de Champions League, on a vu les problèmes offensifs en fait de l'équipe. Ça s'est pas arrangé. Jaidi, au bout d'une dizaine ou voire une vingtaine de matchs, il a compris que Edou, ça faisait pas du tout l'affaire. Il nous a mis Ben Hamoud, mais Ben Hamoud il a 22 ans, inexpérimenté. C'est un joueur qui sera sûrement au top au niveau africain dans 3 ans, 4 ans. Mais aujourd'hui, ça suffit pas. Ben Hamoud, un peu comme Rached Arfaoui, qui a été prêté dans un autre club en Tunisie, notamment à Soliman, et qui sont revenus par la suite. Mais... Après, souvenez-vous, le débat qu'on avait lors de la première journée et le 4-0 de l'Espérance face au club du Botswana, je disais que c'était un peu une victoire en trompe-l'œil, parce que vu l'adversité, on l'a vu aujourd'hui, si tu as mis 4 buts à ce club-là, c'était aussi parce que l'adversaire est peut-être d'un autre niveau que Sétif. Maintenant, je pense que Sétif, ils ont joué leur chance crânement. C'est vrai que c'est une surprise, on ne les attendait pas à ce niveau, moi non plus, parce que entre Sétif avec les problèmes internes qu'il y a en plus à Sétif. Voilà, notamment Tarek l'avait expliqué, de non-paiement, etc. Franchement, c'est une belle surprise. Ils arrivent en demi et félicitations à eux. Après, voilà. Maintenant, pour en revenir juste, excuse-moi Raïd, et rebondir sur ce que tu disais sur Jaidi, moi aussi, j'ai pas trop compris sa déclaration d'après-match. Je le trouve un peu philosophe dans l'âme. Je trouve c'est pas assez concret ce qu'il dit.
Voilà. Disons que il s'il le expliquait dit, qu'Edou. c'est surtout qu'il dit que l'entraîneur, pour expliquer un peu, il disait qu'en gros, l'entraîneur de Sétif, il avait été à la place de l'entraîneur de Sétif, il n'arriverait pas à trouver sommeil la veille d'un match à huis clos. Non mais voilà, à justement, Radès. c'est que je pense qu'il y a, là il y a une vraie faute professionnelle. Déjà, moi j'avais eu quelques échos dès le début de saison que Radi Jaidi était un petit peu arrogant. Bon, forcément aujourd'hui, Ça, c'est des déclarations qui plaisent pas. La ça veille plaît d'un pas match, du tu tout. vois, ça Et chauffe puis l'adversaire. moi, ce qui m'inquiète, c'est de dire, c'est de dire dans une déclaration que l'entraîneur adverse n'a jamais joué à Rades et que je serais à sa place, je ne dormirais pas. Mais j'ai l'impression que Jaidi ne savait même pas que ça allait être à huis clos. Parce que logiquement, on ne dit pas ça en fait. Un match vrai à que c'est huis pas clos, logique. Bah, tu sans peux l'apport aller. du public, oui, tu peux n'as aller pas jouer raison à- de craindre quoi que ce soit. Tu peux bien aller sûr. jouer en Turquie, Boca en Argentine, si t'es à huis clos, il se passera rien, il y a personne. Enfin, donc à la limite, ça m'a inquiété à la limite. Je me dis mais est-ce qu'il est au courant que ça à huis clos le match? Donc je pense qu'il était un petit peu à côté de ses pompes. Aujourd'hui, je pense que ça va quand même beaucoup ternir son image, le fait d'avoir dit ces déclarations. Bien entendu, les joueurs de Sétif et tout le staff n'ont pas hésité à chambrer à la fin du match avec des petites photos, on les voyait en faisant En un train signe de dormir. de dormir. Je pense que ça fait beaucoup de mal là aujourd'hui à Radijadi. Ça va lui permettre surtout de redescendre. Je pense que ce monsieur, de par sa formation en Europe et notamment en Angleterre, lui a peut-être donné Ouais, des ailes. des ailes. Ouais. Il a pensé qu'en venant en Afrique, ça allait être Mourinho ou Guardiola. Il faut qu'il comprenne que le football africain n'a rien à voir avec le football européen et que certes, aujourd'hui, Pourtant, l'espérance. il a joué en Afrique. Hein. Il a joué en Afrique, Il a joué mais je pense qu'il a peut-être oublié d'où il venait. Je sais pas, hein, c'est des questions que je me Non, pose. moi, En tout je cas- ressens aussi un petit peu ça. Maintenant, pour les problèmes offensifs, il faudrait aussi vous parler des problèmes défensifs de l'Espérance. Parce que. Bon, une faute de Badran qui ramène le but de Djabou, Mais même sinon, l'alignement l'Espérance de a la été- défense, tu vois Touga est juste à côté, qui est pas du tout Non, aligné. mais oui, bien Je sûr. pense qu'il y a des choses à revoir. Surtout que Badran, il est fautif aussi en sélection sur les coups de pied arrêtés, notamment en coupe arabe ou dernièrement lors des matchs de barrage. Je pense que du côté de l'Espérance, je ne me focaliserai pas que sur l'aspect au niveau de l'attaque. Bon, Je pense qu'au niveau de la défense aussi, il y aurait peut-être des choses à revoir. Mais- Après, pour pas jeter la pierre sur tous les joueurs, on va dire que ça a été un hommage à l'image d'un Mohamed Ben Romzan qui a été fantomatique, alors que c'est le joueur le Tunisien le plus en vue depuis 2 saisons. Ça a été vraiment un hommage de certains joueurs. Donc je pense pas, comme le dit Fetter, je pense pas que c'est un problème. La défense, elle a été solide depuis le début de la saison. C'est vrai qu'ils se sont loupés vendredi soir, mais à l'image de toute l'équipe. Voilà, aujourd'hui, clairement, il n'y a pas de neuf à l'Espérance et sans numéro 9, on ne peut pas gagner des matchs et on ne peut pas aspirer à gagner la Champions League. Maintenant, j'espère que Hamdi Medeb, le président de l'Espérance, va mettre les moyens pour avoir un numéro 9. Alors qu'il faut le dire, déjà de base, pour trouver un numéro 9, ça va être très compliqué, mais qu'au moins ne plus rééditer les mêmes erreurs que le passé. Et quand on a un joueur, il faut savoir le garder. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois un joueur comme Hamdou Elouni, qui n'a rien à faire à l'Espérance, qui était sûrement peut-être le meilleur joueur qui évolue en Afrique il y a quelques années, et qui aujourd'hui est cantonné au banc des remplaçants, qui n'apporte strictement rien, et qui a le meilleur salaire du club, il y a un moment donné, faut qu'on nous explique en fait un ce qui se un passe. mercato estival qui sera attendu du côté du club tunisois. Donc l'Espérance qui est éliminée, lui restera que le championnat et puis Et la coupe peut-être. et la Coupe de Tunisie. Voilà. Et la Coupe de Tunisie. On va passer au deuxième match. Le Raja Casablanca qui recevait El Ali dans cette affiche des quarts de finale dans un stade plein à Casablanca. Avec Et un magnifique tifo aussi. un magnifique tifo. Un but partout. Entre ces deux équipes. Donc Maloul a raté un penalty du côté El Ali. Il a Arrêté délivré- par Zniti. Exactement, qui avait déjà arrêté un penalty au match aller. Alors ce match nul, un partout qui élimine le Raja, qu'est-ce que t'en as pensé Fatah? Je pense que le Raja a loupé sa qualification au match aller. Je pense, comme je l'ai dit la fois dernière, que cet Ali-là était prenable, malgré les 2 pénaltys loupés à l'aller et au retour. Je pense que ce match-là a été abordé de la bonne manière, avec un but dès le début du match sur un centre et un but de Ngoma. Mais le problème, c'est que tout de suite après, le Raja est revenu en arrière et est revenu défendre. Ce qui fait que l'Ali s'est procuré une occasion et sur un centre
De Maloul. de Maloul sur corner, le défenseur central égyptien Abdelmonem a marqué de la tête. Et ça, c'est un problème qui est récurrent au Raja, les coups de pied arrêtés défensifs. C'était quelque chose qu'on voyait sous la Saad Chabi, c'était quelque chose qu'on voyait avant la Saad Chabi sous Selimi et qui n'a toujours pas été corrigé. Après, en seconde période, le Raja a tout donné, s'est procuré quelques occasions. Mais c'est pas rentré parce que si tu veux, au bout de la 60e, l'entraîneur du Al-Ahly a sorti un attaquant pour faire rentrer un défenseur et a défendu tout le reste du match et joué en contre. Voilà, c'est dommage parce que le Raja aurait pu le faire devant son public. Maintenant, moi, tout à l'heure, Raïd parlait du discours de l'entraîneur de l'Espérance. Moi, j'aimerais aussi apporter quelques éclaircissements sur le discours de Rachid Taoussi, qui est beaucoup trop dans l'affect, beaucoup trop dans l'émotivité, qui a un discours pour moi trop démagogique. C'est quelqu'un qui se mouille pas, qui explique qu'il maîtrise tout, mais en fait, on se rend compte qu'il maîtrise pas vraiment dans la gestion des émotions d'un match. Il y a des problèmes, on le voyait aussi en sélection nationale. Et puis après, cette élimination met la lumière aussi sur les recrutements qui n'ont pas été faits ou qui ont été des flops, comme les 2 attaquants congolais qui n'ont pas servi, les non-remplacements des joueurs partis comme Ben Halib, comme Malongo, comme Rahimi, qui n'ont pas été remplacés. Comme le milieu Hafidi qui n'a pas été remplacé. Et aujourd'hui, tu ne peux pas aller aussi loin avec un effectif pareil, malheureusement. Une équipe d'El Ahly fidèle à elle-même, Raid, l'expérience à jouer. L'expérience, c'est vraiment assez dingue de la part de cette équipe. C'est vraiment pas une équipe qui t'impressionne quand tu le regardes sur le terrain. Quand tu les regardes sur le terrain, c'est une équipe qui sait gagner, en fait, qui sait se qualifier, qui de par son expérience aujourd'hui connaît le système en fait de la réussite. Et on l'a vu face au Raja à l'aller où ils étaient en difficulté. On l'a vu au retour face à une équipe qui était devant 80 000 spectateurs acquis à sa cause. Ils ont raté un penalty, donc on aurait pu se dire voilà, ça va les mettre mal, ça va les déstabiliser. Puis juste après, ils te marquent un but sur corner. Après, moi, voilà, cette équipe du Raja, c'est vrai que bon, c'était pas de base une équipe taillée pour gagner la coupe. Malgré tout, ils ont quand même fait une bonne prestation face aux Égyptiens. Ils ont, on va dire aussi, eu la malchance de tomber sur cette équipe en quart de finale. Maintenant, voilà, j'ai pu analyser quelques joueurs qui m'ont pas forcément plu, notamment le capitaine. Moi, je sais pas pour toi, Fetter, mais même Metwali, j'ai pas aimé son comportement. En fait, il voulait en faire trop. Et notamment, j'ai pas du tout aimé son comportement en deuxième mi-temps, en fin de rencontre. Il y a 2 coups francs successifs très dangereux pour le Raja. Il voulait absolument les frapper. J'ai pas aimé parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres tireurs potentiellement qui pouvaient justement apporter quelque chose. Mais il voulait absolument les tirer et puis il a fait n'importe quoi. Alors que ça, c'est des coups francs qui, généralement, en championnat, il en a mis des même mieux. Et effectivement, comme dit Raïd, oui, Metwali n'a pas été à la hauteur. Et pour remporter ce match et se qualifier, il aurait fallu un grand Metwali, un Metwali beaucoup plus décisif. D'ailleurs, notamment sur le penalty, c'est lui qui fait une faute. Metwali n'est pas de tout reproche, effectivement, lors de ce match-là. Maintenant, je pense que c'est une élimination qui va faire grandir ce groupe. Parce que mine de rien... c'est un groupe plutôt jeune. Plutôt jeune, exactement, avec des bons joueurs. Au milieu de terrain, en deuxième mi-temps, on l'a vu que ça jouait vraiment bien au ballon face à des joueurs expérimentés d'Al Ahly, face à des joueurs internationaux dans leur sélection. Maintenant, ça n'a pas suffi. Je pense qu'il faudra revoir les recrutements et surtout se renforcer en vue de la saison prochaine. Très bien, écoutez, bonne chance pour le Raja Casablanca qui se fait éliminer donc contre le tenant du titre, El Ahly. Qu'ils avaient rencontré en finale de Supercoupe. Oui. Et qui est pareil. Et au pénalty. Ça s'est terminé au pénalty. Alors qu'il gagnait 1-0 jusqu'à la 89e minute. Ouais, voilà. L'expérience, encore une fois, qui avait joué en faveur de El Ahly. Et El Ahly qui va rencontrer cette équipe de Sétif qui, à mon avis... On va y revenir sur les demi-finales. On va passer à l'autre match, Mamelodi contre Petro Atlético. Donc on voyait Mamelodi se qualifier après la phase de groupe où il termine de loin devant avec 16 points devant El Ahly. Mamelodi qui se fait éliminer contre une équipe du Petro Atlético
Atlético, joueuse, Raïd. Une équipe qui est joueuse, une équipe qui est arrivée en Afrique du Sud sans complexe. Alors il faut quand même remettre le contexte. Le penalty sifflé par l'arbitre est quand même assez litigieux. Enfin, moi, de ce que j'ai vu, d'ailleurs, il a été raté. Hein. Il y a eu un penalty raté. Ouais, non, Il y a eu un penalty raté. Celui qui a été mis, je crois que c'était le penalty qui a été litigieux. Ouais, exactement. On est bien d'accord. Mais voilà, après c'est le football. Si on doit revenir à chaque fois sur les décisions arbitrales, maintenant je pense que c'est une équipe quand même qui, depuis le début de la saison, impressionne. Ils ont fait des bons matchs face aux Zamalek, aux Wydad. Donc voilà, je pense qu'ils sont... Certes, c'est une surprise. Moi, je les voyais pas en demi-finale, surtout face aux Sud-Africains. Mais ils sont là et je pense que face aux Wydad, ça va être une grosse confrontation. Qu'ils étaient dans la même poule. Hein. Qu'ils étaient dans la même poule. Et d'ailleurs, c'est pour la petite histoire, parce que je pense que les supporters du Wydad vont s'en rappeler. L'année dernière, le Wydad qui était avec Kaiser Chiefs en phase de poule, ils leur ont mis un 5-0 en phase de poule. Ils se sont fait éliminer par cette équipe en demi-finale. Ouais. Cette année, le Wydad ont gagné 5-1 face à Petro Atlético. Donc il ne faudra peut-être pas qu'ils rééditent les mêmes erreurs, le Wydad, parce que je pense que là, cette équipe est capable d'aller encore plus loin dans cette compétition. Une équipe du Petro Atlético qui est joueuse, qui a joué avec tous ses atouts. Une équipe de Mamelodi qui survole son championnat. Que s'est-il réellement passé? Après, il faut pas oublier que Mamelodi a loupé un penalty qui aurait pu changer le il marque juste après le penalty, donc 4-5 minutes après, il marque. C'est vrai, mais je pense qu'avec un deuxième but de Mamelodi, peut-être que le match aurait été tout autre. Après, il y a eu un but refusé aussi du côté de Petro. Maintenant, pour en revenir à cette équipe du Petro Atlético, c'est une belle équipe joueuse avec des bons joueurs de ballon, avec de l'expérience, un bon entraîneur. Qui a une bonne philosophie de jeu, qui est vraiment ouvert dans le jeu. Et puis, je pense que c'est mérité au vu de leur parcours cette année. Bon, une équipe de Petro Atlético qui est en demi-finale. Il faudra faire attention. On a bien vu que lors de cette Ligue des Champions, il y a eu beaucoup de surprises. On va passer au dernier match, donc le Wydad Casablanca qui recevait donc l'équipe du CRB, Belouizdad, après une victoire en Algérie. À 10 contre 11. À 10 contre 11, rappelons-le, avec un carton rouge qui a été pris dès le début du match du côté marocain. Est-ce que, comment tu as vu ce match? Un 0-0 où on a senti les Marocains ne pas jouer leur jeu, plus essayer de garder le score. Ouais, exactement, c'est exactement ça. Ça a été un match assez poussif du côté du Wydad. Après, il faut tenir compte aussi du match aller où ils ont gagné 1-0. Je pense que c'était... Je ne sais pas si c'est Regragui qui leur a dit de les attendre ou si c'est dans la gestion des émotions qu'ils peut-être un peu de pression. Oui. Il y a de la pression, ils étaient face à leur public, d'ailleurs dans une ambiance très très chaude. Moi je pense qu'au milieu de terrain ça a pêché. On a vu notamment l'absence de Daoudi qui avait été expulsé au match aller. L'absence de Jaïdi s'est fait aussi ressentir. El Hassouni qui redescendait beaucoup vers le milieu et la défense pour récupérer les ballons. Mpenza qui a fait, à l'image de Mtoueli au Raja, qui n'a pas fait un super bon match. Après, Belouizdad qui a fait un super match avec un bon milieu, notamment Touati, Mezrig. Qui était au milieu vraiment de... Ils ont joué crânement leur chance, Raïd. Oui, après je pense qu'ils ont profité aussi d'une équipe du Wydad qui avait beaucoup de pression sur son terrain. Le CRB, ils avaient pas grand chose à perdre dans ce match. Ils ont poussé rapidement dès le début de match. Ils ont vite compris que les clubs, le club du Wydad était sous pression, les joueurs étaient sous pression. Clairement, ils auraient pu marquer le CRB. Hein. Ils ont eu des occasions, ils ont touché des barres, des Aribi, Aribi a mis une tête sur le. Ça m'a surpris à la fin du match. Ça m'a vraiment surpris quand on voyait le match aller où voilà, ils n'ont pas forcément proposé grand chose, le CRB. Mais je pense que avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, c'est une équipe qui n'a pas forcément justement présenté grand chose durant toute cette compétition. Avec 2 matchs face à l'Espérance où ils ont joué un petit peu derrière, après face à l'équipe très faible du Botswana Galaxy, bon ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Contre l'Étoile c'est un petit peu pareil,
Mais voilà, ils n'ont pas forcément montré grand-chose, le Belouizdad. Je trouve pas que c'était une équipe qui était capable d'aller loin dans cette compétition. Après, voilà, face au Wydad, ils n'avaient plus rien à perdre. Donc, Voilà, de toute manière, ils ont perdu 1-0. Ils ont joué libérés, en fait. Complètement libérés, ils n'avaient aucune pression. Ouais. Ils savaient que, voilà, devant 80 000 personnes, on a perdu 1-0 à la maison, voilà, on n'a plus rien à perdre. On n'est pas favori dans ce match. Vas-y, c'est bon, on lâche les chevaux Voilà, et puis on fait ce qu'on a à faire. Et le Wydad, lui, de son côté, je pense qu'il... L'expérience a fait qu'ils ont réussi justement à ne pas perdre ce match, à ne pas encaisser le but qui aurait pu les emmener au pénalty. Je pense qu'aussi il y a eu le spec justement de cette demi-finale de l'année dernière où voilà, ils se sont fait éliminer un petit peu par surprise. Ouais. Et là, ils ont peut-être senti dès le début du match justement que l'histoire allait peut-être se répéter. Au final, voilà, c'est passé. Une équipe du Wydad que tu vois aller loin, Fatah? Là, on va, comme l'a dit Raïd, ils sont en demi face à Petro, un club qui connaissent bien. C'est vrai que face à Belouizdad, même Gebran, qui d'habitude est le poumon de cette équipe, on ne l'a pas vu super efficace. Maintenant, je ne suis pas forcément d'accord avec Raïd parce que Belouizdad, j'ai trouvé des bons joueurs, comme je l'ai dit, Draoui, Mzrig, ça c'est des joueurs qu'on a vus en Coupe arabe, notamment avec la sélection algérienne. Ils ont joué libérés, ils ont joué vraiment à fond les manettes et malheureusement, ça s'est pas passé pour eux. On a vu quelques échauffourées à la fin du match, notamment du gardien Moussaoui qui a été expulsé sur une faute sur le Libyen Mohamed El Lafi. Voilà, c'est une qualification au forceps. Regragui, il a expliqué que c'est des matchs qui font grandir. Quand tu sens l'odeur de la défaite ou de la disqualification à quelques minutes, ça te fait comprendre que les matchs de Ligue des Champions, ça se joue jusqu'au bout. Exactement, une équipe du Wydad qui peut viser bien évidemment le titre avec la méforme, si je puis dire, de El Ahly. En tout cas, pour l'instant, c'est pas le El Ahly qu'on a connu. Après cette année, c'est une finale sur un match. C'est ça, oui. Voilà, c'est sur un match. Donc sur un match, évidemment, tout est possible. Mais il faudra montrer autre chose que ce qu'on a vu au match retour face à Belouizdad. Très bien. Donc, on va tourner cette page de Ligue des Champions. Très rapidement, vous voyez qui aller au bout pour cette compétition, Raïd, par exemple? On va dire que la finale sera logique. Dans la logique des choses, ça sera sûrement l'Erli avec le Wydad. Après, honnêtement, après ce qu'on a vu aujourd'hui, je sais pas, peut-être que ces Tifs, ils vont encore avoir leur super gardien qui va tout arrêter et qui va qualifier l'équipe. Bon, je pense pas. Je pense que voilà, t'as la chance, tu l'as une fois, deux fois, c'est un peu... C'est surtout que là, ils tombent contre une équipe qui en a vu d'autres. Et puis voilà, vraiment, on n'est pas... Après, il y a aucun dans l'approche du match, je pense qu'ils savent dans leur tête qu'ils sont pas favoris et pas du tout. que ça va les libérer aussi. Non, exactement. Pas du tout, ouais. Honnêtement, voilà, sans vraiment jeter la pierre à cette équipe de City, ils n'ont strictement rien proposé, ni à l'aller, ni au retour. Donc ça tient du miracle leur qualification. Exactement. Donc aujourd'hui, face à une équipe de l'Erli, à mon avis, ça passera pas. Mais pourquoi pas? Aujourd'hui, on a vu que des surprises. Le Wydad, c'est pareil. Peut-être les Angolais, franchement, quand on voit comment ils jouent, ils y vont, ils ont pas peur, ils se posent aucune question. Donc ça sera à voir. Fatah, c'est l'année du Wydad? L'année dernière, déjà, on se disait peut-être qu'ils pouvaient aller en finale. N'eût été une demi-finale complètement loupée face à Kaiser Chiefs, notamment à domicile, où ils ont perdu 1-0. Oui, on espère. En tout cas, j'espère qu'ils ne vont pas reproduire les mêmes erreurs qu'ils ont fait l'année dernière. Maintenant, c'est des joueurs qui ont de l'expérience, avec un entraîneur sur le banc qui sait gérer ce genre de match. On l'a vu à l'extérieur en Ligue des Champions, on l'a vu à domicile avec vraiment cette gestion des émotions qu'il a réussi à maintenir à un bon niveau. Faudra voir. Maintenant, c'est vrai qu'il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Exactement, on verra bien. Et puis en tout cas, bonne chance aux équipes qui sont encore en lice. On va passer à la Coupe des Confédérations. La Coupe des Confédérations qui a vu les qualifiés pour les demi-finales hier. Le match d'hier, on va commencer par ça, entre Berkane qui recevait l'équipe d'El Masri, l'équipe entraînée par l'entraîneur tunisien Moïn Chabani, un match très engagé. Où Berkane a pu marquer dès le début du match sur un penalty. Et puis après, ils ont su gérer le score, Fatah. Ouais, effectivement. Après,
avec le but qu'ils ont marqué à l'extérieur en Égypte, ça leur a rendu grandement service. Eux, ils ont réussi justement à faire ce que le Raja n'a pas su faire, c'est-à-dire marquer un but et gérer derrière. Cette équipe de Berkane qui, comme je l'avais dit la dernière fois, essaie de construire le jeu sous l'impulsion d'Ibengue. Mais moi, ce que j'ai pu remarquer hier, c'est qu'ils étaient beaucoup plus efficaces dans le jeu long et direct. Quand ils arrivent à centrer, ils arrivent systématiquement à récupérer les deuxièmes ballons ou les ballons de la tête et à ce moment-là être dangereux. Cette équipe d'El Masry, moi personnellement, je l'avais dit la fois dernière, c'est pas une équipe qui m'a impressionné. Vraiment au niveau individuel, je les trouve pas de qualité. Bon, ça ressort plutôt bien le ballon quand même, hein, El Masry. Franchement, j'ai trouvé que c'était une équipe type d'Égypte, c'est-à-dire tactique, très tactique, très organisée, très physique. Qui met beaucoup d'impact dans la récupération du ballon, mais à côté de ça, qui est maladroite devant le but. Défensivement, je trouve qu'ils ont pas mal de lacunes. Parce que, comme je l'ai dit, Berkane arrivait à récupérer les ballons, à se créer des occasions. Ils ont eu deux expulsés, donc deux titulaires au match aller. Effectivement, au match aller, ils ont eu donc deux expulsés qui étaient des titulaires, qui auraient pu jouer d'ailleurs ce match retour. Mais qui jouent, ils sont très agressifs. Hein. C'est une équipe qui est très agressive. On l'a vu dès le début du match avec un tacle assassin du Tunisien Laouni qui avait marqué d'ailleurs au match aller, qui aurait pu prendre un jaune orange, on va dire. Il a pris un jaune. Mais c'était une équipe qui a joué très agressif. Après, de ce qu'on a vu du match, c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément proposé grand-chose offensivement. Malgré le 1-0, je les ai pas vus forcément énormément pousser. Exactement. Ils n'ont pas beaucoup poussé, alors que voilà, t'as plus rien à perdre. C'est la fin du match, t'as été éliminé. Faut y aller. Et j'ai pas trouvé que l'équipe s'est complètement lâchée. Donc on va dire que voilà, ils sont pas allés chercher leur qualification. Ouais. Après, pour en revenir à l'entraîneur Shahabani, l'autre fois avec Raïd, on parlait des joueurs qui agressent ou qui ont un comportement qu'ils ne doivent pas avoir avec les arbitres. On a vu notamment que Shahabani est allé taper un policier qui protégeait justement l'arbitre tunisien Selmi, qui pour moi avait fait un bon match. On voit que l'assistant de Shahabani est allé agresser physiquement l'arbitre au visage et en lui mettant un coup de pied. Je ne sais pas si c'est le plus fort. En tout cas, le deuxième adjoint, clairement, a agressé l'arbitre. On a vu qu'il y a eu une expulsion du numéro 5 juste après la rencontre côté égyptien. Moi, je condamne fermement ce comportement des encadrants. Parce que l'autre fois, on parlait des joueurs, mais on voit que maintenant, même les encadrants dans les clubs agressent les arbitres, alors que cet arbitre tunisien a fait une bonne rencontre. Il n'y a pas eu de faute flagrante qui aurait pu amener ce type d'agression. C'est un fléau de plus en plus présent. Hein. Bah écoute, franchement, moi, de mon côté, j'ai plus forcément envie de parler d'arbitrage, parce que quand c'est de ton côté, entre guillemets, bah, tu ne vois rien. Quand c'est de l'autre côté, tu vois beaucoup de choses. Alors là, ça n'a pas influé sur la rencontre, hein, ça c'était après la rencontre, donc c'est pas quelque chose qui a influé sur le score. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être eu des décisions arbitrales. Moi, j'ai pas tout vu le match, hein, pour être honnête. Hein. J'ai vu une grande partie du match. Mais visiblement, j'ai vu que il y a eu des les Égyptiens se sont plaints, on va dire, de l'arbitrage. De toute manière, on l'a vu à la fin du match, puisqu'il était entouré par les statiers. Ouais. Donc c'est qu'il y a dû avoir des petites polémiques que j'ai pas vues. Ouais, en fait, si tu veux, l'entraîneur du club El Masry il se plaignait des arrêts fréquents des joueurs et de la perte de temps. Mais quand on connaît Shahabani et qui a joué comme ça à l'Espérance, qui avait toute cette expérience-là pour justement casser le rythme du match. On sait aussi, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais comment les circonstances dans lesquelles il a gagné la deuxième Ligue des Champions en 2019, se plaindre des arrêts fréquents des joueurs qui cassent le rythme et tout, qui perdent du temps, ça me faisait doucement rire. Pour revenir à ce que je disais, je reviens sur le match Wydad Bel-Wydad où il y a un potentiel pénalty à la fin du match. Qui a été vérifié par la VAR. Qui a été vérifié, et c'est ça qui est le plus surprenant. Forcément, du côté de Bel-Wydad, tu te sens frustré, tu te dis, l'arbitre nous a lésés. Ça aurait été de l'autre côté, le club du Wydad aurait dit la même chose. Pour moi, il aurait pu avoir quelque chose. Je ne dis pas que c'était clair, mais il aurait pu très bien siffler le penalty. Il l'a pas fait. Bien sûr. Donc forcément, voilà, c'est les aléas du football. Non, mais sans vouloir parler d'arbitrage, je parlais plutôt de l'attitude du
Qui n'a pas de lieu d'être, l'entraîneur de Montchabani. Voilà, exactement. On va passer au deuxième match. Donc Berkane qui se qualifie pour les Qui se demi-finales. qualifie, qui rejoindra TP Mazembe. TP Mazembe. TP Mazembe, on va en parler. TP Mazembe qui a battu les Pyramides 2-0. Après un 0-0 en Égypte, donc les joueurs de la RDC qui arrivent à les battre 2-0. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce match, Raïd? Bah écoute, déjà, pour aller s'imposer à Lubumbashi, c'est extrêmement compliqué. Quand tu fais 0-0 chez toi, que tu marques pas de but, ça l'est encore plus. Et puis quand tu jeûnes, c'est mission Et impossible. que tu joues à 15h de l'après-midi. Tu joues à 15h. En même temps, on s'attendait pas à ce que les Congolais fassent un cadeau à moi, pour être honnête avec toi, Anis, quand j'ai vu l'horaire du match quelques jours avant, tu peux demander à Raïd, j'ai dit ça va être une bien boucherie. sûr, Ouais, mais puis bien le sûr. monde- Là, tu as tous les joueurs d'une équipe qui jeûnent. Bien sûr. Et face à une équipe qui ne jeûne pas et qui est sur son terrain et en plein Ouais, non, mais cagnard. c'est. Donc tu peux pas t'attendre à quelque chose, même si effectivement les joueurs égyptiens comme les autres sont habitués à jeûner. Mais Non, mais là, c'est un contexte là, quand c'était même quasiment particulier. mission impossible. Bien sûr. Il y a eu 2-0 avec un penalty manqué dès l'entame du match pour le TP Mazembe. Bon, TP Mazembe a joué crânement son match à l'aller. Ils auraient pu même remporter, faire le braquage qu'a fait Sétif face à l'Espérance dans les arrêts de jeu en Égypte. Voilà, Après, il passe en demi. Je pense que moi, personnellement, je ne m'attendais pas à autre chose que ce le résultat. score. Après, Ouais. après, je pense que ouais, clairement, ils ont perdu la qualification au match aller. Après, je pense qu'ils auraient pu aussi anticiper. S'ils savaient que le match retour allait se jouer pendant le Exactement. Ramadan à 15h, il fallait les faire mettre, le les buts, travail il à fallait l'aller, faire ouais. le travail. Ils C'est ce ont qu'ils ban- n'ont pas fait. Mais ils ont touché les montants à l'aller. Il y a eu des poteaux, Oui, des oui, mais- transversales. Ils avaient des occasions. Maintenant, c'est vrai que quand tu marques pas, comme l'a dit Raïd, c'est difficile après. Mais- Le match retour est beaucoup Voilà, plus je pense difficile à que- gérer. Et voilà, on va pas leur trouver des excuses. Mais honnêtement, déjà de jouer là-bas sans le jeune, c'est extrêmement compliqué. Mais là, hier, les joueurs étaient à plat, quoi. Il n'y avait pas d'essence, il n'y avait rien. Ils sont venus, ils ne se sont pas procurés d'occasion du match, pratiquement une seule de tout le match. Ils ne sont pas venus, en fait, pas pour se qualifier, quoi. Ils sont venus pour défendre, espérer qu'il y ait un 0-0 à la fin et que ça se joue au tir au but. Mais voilà, c'était peine perdue en fait d'avance pour cette équipe, c'est dommage parce qu'honnêtement c'est peut-être l'équipe qui sur le 11 la meilleure équipe de loin de cette compétition. Pour la troisième année d'affilée, elle gagnera pas cette coupe qui est l'objectif majeur de cette équipe. Ça fait quand même 3 revers, donc il va falloir quand même se poser des questions dans ce club qui met beaucoup d'argent pour Exactement. pour réussir, qui surpaye ses joueurs. mais c'est qui n'y d'ailleurs- arrive pas et qui l'année prochaine à mon avis il n'y aura pas de Ligue des Champions puisque ce sera encore toujours les Al et le Zamalek qui seront en Ligue des Champions, donc ils seront encore à la Coupe de la CAF avec leur entraîneur qui a rejoint l'équipe nationale. Exactement, Galel. Donc il y a peut-être un sacré chantier dans cette équipe. Exactement. On va passer à l'autre match, donc le derby libyen entre El Ittihad et El Ali. Victoire de El Ali 1-0. Au match aller Il y avait eu 0-0. 0-0. C'était un match. C'était un derby. C'était un derby. Ouais, c'était un derby. Après, c'est un derby même, comme je l'avais dit, sur le banc de touche, parce que vous avez 2 entraîneurs tunisiens de part et d'autre. C'est des équipes qui se connaissent bien. C'est des équipes qui sont jouées à de nombreuses reprises dans le championnat. Maintenant, il fallait bien qu'il y en ait un qui passe. Il y a eu 1-0. El Ali, ça reste quand même une petite surprise à ce stade des demi-finales, même si le championnat libyen, ces derniers temps. Après, il faut savoir quand même que c'est ils sont renforcés avec des joueurs tunisiens et un Marocain notamment. Ouais, après, c'est le derby, c'est le classico en Libye. Il faut savoir que ces deux clubs, c'est les deux meilleures équipes de Libye. Et comme on l'a vu, c'était un match très haché, c'était la guerre, c'était très physique. Il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent dans ce match-là. Ça penchait du côté de l'Al. Le premier qui marque, c'est le premier qui se qualifie. Ça aurait pu pencher de l'autre côté. Bon voilà, pour moi les Ittihad ils étaient un peu plus favoris, mais bon voilà, c'est l'Al qui est passé, qui jouera les Orlando Pirates en demi-finale. Qui jouera les Orlando Pirates, et en parlant des Orlando Pirates, qui se qualifie, donc encore une équipe sud-africaine, qui se qualifie face à l'équipe congolaise. Tanzanienne de Simba. Tanzanienne de Simba, qui était en Ligue des Champions l'année dernière, rappelons-le, qui avait fait belle impression en Ligue des Champions. Donc qui se qualifie au penalty après un match aller où ils avaient perdu 1-0, Simba. Au retour, ils font le travail, ils gagnent 1-0 et ça se termine au penalty 4-3 Raid. Oui, alors, les Orlando Pirates, c'est pas non plus une équipe inconnue en Afrique. Ils ont fait une finale de Coupe de la CAF en 2015, ils ont fait une finale de Champions League en 2013. C'est une équipe qui est souvent dans les coupes africaines.
C'est une équipe expérimentée. C'est vrai que Simba l'année dernière avait fait un très très beau parcours. Ça reste quand même aussi une équipe qui fait que de progresser, donc ce sera pas surprenant de les voir en Ligue des Champions l'année prochaine. Des joueurs de Simba qui sont partis à El Ali. Hein. Il y a un joueur de, il y a un joueur de Simba le qui a numéro été 10, acheté. un joueur du Mozambique qui était très en vue l'année dernière, qui on va dire essaye d'avoir sa place à l'air. C'est compliqué pour lui, mais voilà, ça s'est joué au tir au but. Ça aurait pu pas pareil que le match précédent, ça aurait pu pencher aussi pour Simba, ça a penché pour les Orlando. Orlando Leal, allez, pour l'expérience, je pronostiquerais une victoire, une qualification des Sud-Africains, mais ça sera extrêmement qui serré. va rencontrer le Leal, il me semble. Si je dis pas de bêtises, ça sera les demi-finales, ça sera Leal et Orlando Pirates. C'est ça. Et TP Mazembe Berkane. Berkane. Peut-être une finale avant l'heure. C'est une finale avant l'heure, TP Mazembe Berkane. Le match aller, il est à Lubumbashi, et le match retour, il est à Berkane. D'accord, ok. Ouais. Donc, et Berkane qui avait remporté cette édition en 2000, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, en 2020. Qui était arrivé en finale il y a 3 ans. Ouais. Qui est arrivé en finale il y a 3 ans. Donc, c'est une compétition qu'ils connaissent très bien. Et puis, Berkane, très rapidement, ils n'arrivent pas à décrocher une place en Ligue des Champions. Ils sont 3e là actuellement. Mais ils ont quelques points de. Premier du championnat, 3 points après, 3 points devant le Raja. D'accord. Et après, tu as Berkane. Et Berkane qui est une belle équipe avec un entraîneur qui a beaucoup de bouteilles. D'ailleurs, qui est congolais, je pense que toute son expérience face à TP Mazembe va lui servir, notamment au match aller qui sera à Lubumbashi, parce qu'il a entraîné Vita Club. Ouais. L'autre club phare du RDC. Exactement. Donc, je pense que ça va profiter à Berkane dans l'approche du match, dans la préparation du match. Berkane qui a de bonnes individualités, qui a de bons joueurs, notamment Nagy, le capitaine, notamment Regragui, le buteur au match aller face à Al Masry. Après, c'est une équipe qui, comme tu l'as dit, qui a du mal encore à passer le step d'aller titiller le Raja et le Wydad. D'ailleurs, on les a vus perdre, notamment face au Wydad et au Raja cette saison. Je pense qu'il leur faut encore un peu de maturité pour pouvoir aller un peu plus de bouteilles en compétition africaine, notamment la CAF pour aller chercher une place en Ligue des Champions et titiller le Raja ou le Wydad. Oui, après au niveau en termes de qualité de joueurs, je pense qu'ils sont quand même un ton en dessous, le Raja ou le Wydad. Donc je pense que si Berkane veut aspirer à jouer à la Champions League, va falloir mettre un peu plus d'argent au niveau du recrutement, acheter 2-3 joueurs qui pourront peut-être faire la différence. Pour l'instant, c'est sûr que c'est une équipe qui a le niveau de la Coupe de la CAF et qui se plaît bien, puisque ça fait sur les 4 dernières années, ça fait la 3e fois qu'ils sont dans le dernier carré. Donc à voir. Le TP Mazembe qui revient plutôt bien. On les avait oubliés ces quelques dernières années. Puis là, on les retrouve en demi-finale d'une compétition africaine. TP Mazembe qui est un club phare quand même en Afrique avec 5 Ligues des Champions. Ouais, ça reste une équipe extrêmement expérimentée. Après, en termes de niveau, c'est plus du tout quand même le niveau d'antan. Aujourd'hui, le Mazembe qui a du mal à se qualifier en Champions League, ne serait-ce que en phase de groupe. Donc je pense que la Coupe de la CAF, c'est leur niveau. Ils peuvent la remporter avec leur expérience. Ils l'ont déjà gagné, je crois, en 2014, je crois, avec Carteron. Ils ont gagné des Ligues des Champions ces 10-12 dernières années. Donc je pense que c'est une équipe qui pour moi, on va dire, qui est un brin favori dans cette demi-finale. Là, c'est Franck Dumas, l'entraîneur. Oui, exactement, c'est Franck Dumas. Même si pour moi, sur le papier, Berkane reste quand même un petit peu au-dessus, mais le Mazembe, ils ont de l'expérience, ils ont énormément d'expérience, et je pense que le match aller, ça comptera beaucoup pour la qualification. Je pense que si Berkane arrive à pas prendre trop de buts, justement, c'est le point fort de Berkane, avec notamment l'international burkinabé Dayo, c'était celui qui avait égalisé face à l'Algérie lors du dernier match de poule pour la qualification Coupe du Monde. Donc c'est vraiment leur point fort, la défense. Ils arrivent vraiment à bien ressortir les ballons avec un bon jeu aérien, une équipe solide qui prend pas beaucoup de buts. Derrière, exactement, et je pense que ça va leur servir au match aller pour éviter justement de prendre l'eau face à cette équipe à domicile. Très bien, on va fermer le volet de ces compétitions africaines et on va très rapidement parler de l'actualité footballistique et notamment la prolongation de Belmadi avec la sélection algérienne, Raïd. On lui refait confiance, Oui, après, moi j'étais de ceux qui étaient pour la conservation de Belmadi.
quand on sait que pour entraîner l'Algérie c'est extrêmement compliqué et qu'il y en a plus d'un qui ont craqué au bout de quelques mois. Donc je pense que Belmadi il est resté sur sa faim. Je pense qu'il était persuadé qu'il allait jouer la Coupe du Monde, qu'il allait se qualifier. Et je pense que ce qui lui est arrivé, il s'est dit je peux pas finir comme ça. À entendre ses dernières déclarations, il a toujours pas oublié ce qui s'est passé contre le Cameroun. Bah, il a encore quelques remords. Après c'est cette déclaration c'était hier je crois qu'ils ont publié la vidéo, la Fédération algérienne de football. Oui, on voit qu'il a encore de la rancune envers Gassama. Après on peut le comprendre. Maintenant je pense qu'il est focalisé maintenant sur la CAN 2023 où je pense que voilà comme tout entraîneur, je pense qu'il aspire à la remporter. Donc, en 2023 qui va jouer encore une fois sur Côte d'Ivoire, un pays voisin du Cameroun. Maintenant, je pense que le chantier va être beaucoup plus compliqué pour Belmadi que quand il est arrivé, parce que là, quand même des joueurs qui sont en fin de cycle. On voit des Bounedjah qui ne font plus rien offensivement. Il y a Slimani qui est encore là, mais bon, à 34 ans, ça va être compliqué. Il reste quand même des joueurs de qualité. Oui, mais justement, je pense que la relève, elle tarde d'arriver. Je pense qu'elle tarde d'arriver. Il n'y a pas de futur espoir algérien qui monte. Enfin, du moins, il n'y en a que très peu. Donc je pense que ça va être très compliqué pour Belmadi. Mais je pense qu'il est extrêmement motivé, très revanchard de ce qui lui est arrivé. Fatah, concernant Belmadi, puis comment tu vois la sélection algérienne dans les années à venir? Concernant Belmadi, j'ai dit beaucoup de choses à son sujet, au sujet de sa sélection. Moi, contrairement à Raïd, je suis un peu surpris qu'il soit reconduit, sachant que c'est quelqu'un c'est quelqu'un, si tu veux, qui a beaucoup dans son image donné l'image du mec franc du collier, homme de parole, responsable. J'assumerai mes responsabilités. Il le disait d'ailleurs le soir même du 2-2 face au Burkina, que s'il passait pas, il aurait assumé ses responsabilités. Il l'avait répété à des conférences de presse après. On s'aperçoit qu'en fait, il assume rien du tout. Après l'échec de la CAN au Cameroun et l'échec de la Coupe du Monde, on se rend compte qu'en fait, il n'a pas pris ses responsabilités, que c'est pas forcément l'homme de parole qu'il tend ou qu'il prétend être. C'était tellement imprévisible qu'il ne pensait même pas, qu'il pensait pas ne pas faire la Coupe du Monde. Maintenant, moi, ce que j'aimerais dire, parce qu'on en a dit tellement, c'est que je pense que Belmadi, il a fait un mauvais diagnostic à l'issue de la CAN 2019 qu'il a remportée. C'est-à-dire qu'à aucun moment on l'a entendu dire écoutez, calmez-vous, calmez les ardeurs un peu des supporters, en leur disant écoutez, on a eu beaucoup de réussites, il y a eu des faits qui nous ont été favorables, l'Égypte a été éliminée, cette CAN aurait dû être jouée au Cameroun, on l'a jouée en Égypte, on l'a remportée. Lui, ce qu'il a fait au lendemain de cette... Il a surfé sur ce... il est même allé dire l'objectif c'est de gagner la Coupe du Monde. Donc du coup, le diagnostic, forcément, il était mauvais dès le départ. Et là, pareil, il fait encore une fois le mauvais diagnostic en s'attaquant uniquement à Gassama. Parce que si tu vois pas que dans la gestion des émotions, tes joueurs ont été fébriles dans les derniers instants de cette rencontre, c'est que tu te rends pas compte qu'en fait, tu as des joueurs qui manquent de caractère pour justement pouvoir tenir le score du 1-1 qui les aurait emmenés notamment au Mondial du Qatar. Mais et c'est pour ça que je dis les mêmes conclusions vont donner les mêmes conséquences. Et c'est là où, si tu veux, je pense que ceux qui vouent quasiment un culte de la personnalité à Belmadi vont sans doute se tromper, parce que le mal, il est profond, et on l'a vu, pour faire le parallèle avec le PSG et les traumatismes des remontadas, on a vu que pour les corriger, c'est difficile. Et pour corriger un traumatisme de l'échec de la CAN 2022 et de l'échec du Mondial au Qatar, ça va être encore plus difficile, sachant que Belmadi n'a préparé aucun joueur. Pardon d'enchaîner, mais c'est la réalité. Comme l'a dit Raïd. Cet engouement. Cet engouement, Raïd, a-t-il mené la sélection algérienne là où ils sont aujourd'hui? C'est-à-dire que Belmadi, avec sa force de caractère et puis ce côté grand frère, on va y aller, on va à la Coupe du Monde pour aller le plus loin possible. Est-ce que ça a mené est-ce que ça a été négatif du côté algérien? Après, c'est aussi très algérien de s'enflammer assez rapidement. Après, honnêtement, il faut pas non plus tout jeter. Je pense qu'on est souvent très dur quand on est supporter. Faut pas oublier que Belmadi, il a gagné une CAN, il a gagné une Coupe arabe.
et que Non, c'était pas des lui à la titres- Coupe arabe. Oui, mais bon, c'est quand même, il y a quand même des joueurs que c'est lui qui les a récupérés, des joueurs comme Bounedjah, c'est lui qui les a remis en confiance quand il est arrivé. Il y a beaucoup de joueurs qui, voilà, c'est lui qui a remis l'Algérie en fait au niveau Mais c'est lui au qui niveau l'a mis aussi 15 continental. pieds sous terre. C'est Oui, ça mais que les gens ils ont du Ouais, mal mais à c'est le football, ça reste des cycles en fait. Ouais. Aujourd'hui, l'Algérie, ils À ont un gagné moment quand même donné, des tu titres. fais un diagnostic. Quand on regarde, des quand on titres. regarde quand même le bilan de l'Algérie, c'est quand même une CAN et une Mais il y a Coupe arabe. Bah, bien sûr, Ouais, c'est bien sûr. pas négligeable en C'est fait. pas négligeable. Aujourd'hui, tu peux demander à certaines sélections s'ils préfèrent avoir ce palmarès et être éliminé en Coupe du Monde que le contraire. Je pense qu'il y en a énormément qui vont te choisir la CAN et une Coupe arabe. Donc il y a un moment donné, Bah, il faut pas l'objectif- tout jeter. Je remarque aussi qu'on critique énormément Riyad Mahrez en disant voilà il a jamais rien fait avec l'Algérie, etc., etc. Mais en fait c'est très Riyad Mahrez qui était on pas- est très dur en fait Qui a quand on raté est son match contre supporter. le Cameroun, hein, que ce soit Non, à mais en l'aller fait, ou au Riyad retour. Mahrez, en sélection algérienne, je parle. En fait, il y a un Riyad Mahrez avant le coup franc face au Nigeria et un Riyad Mahrez après le coup franc face Oui. au Nigeria. Avant le coup franc, il a mis 2 buts à la CAN 2017 face au Zimbabwe. C'est ça où ils étaient dans votre groupe, il y avait la Tunisie et le Sénégal. Mais avant ça, Riyad Mahrez, c'est personne en Algérie. D'ailleurs, c'était même pas le capitaine. En Coupe du Monde 2014, il joue 20 minutes, je crois, face à la Belgique. Non mais moi, Donc c'était personne. Après, lui, il a surfé et il a capitalisé sur son coup franc et sur le fait que Belmadi lui ait donné le brassard. Ouais. Donc il a marqué, il a été efficace, mais c'est une efficacité avec des stats qui sont bonnes. Mais qui sont bonnes face à qui? Face à des équipes Djibouti, face au Zimbabwe, face à... Bon, Tu vois cette ce que je veux efficacité dire qu'il a avec City, c'est vrai qu'on la retrouve pas vraiment du côté de la sélection. Raïd, un dernier mot sur l'Algérie? bah écoute, la prochaine échéance à la Coupe d'Afrique 2023, donc c'est dans un an grosso modo. Je pense qu'il va avoir un gros chantier. Je pense qu'il y a des joueurs qui, à mon avis, sont en fin de cycle. Donc pour Belmadi, il va falloir trouver des joueurs qui sont susceptibles C'est ça d'avoir le plus niveau. difficile. C'est ça le plus difficile. Et voilà, bah, ils supporteront leurs voisins pour la Coupe du Monde. Et Tunisien, marocain. et, Bon, on les en tout cas, retrouvera à la CAN. bonne chance pour Fatah, oui. Je rebondis sur ce que disait Raïd, à savoir est-ce que choisir une Coupe d'Afrique ou une Coupe du Monde, il faut savoir que l'objectif suprême, C'était la je qualification à la Coupe du paraphrase Monde. Belmadi, c'était la Coupe du Monde au Qatar. C'est-à-dire que lui, quand il parlait de la CAN et d'une qualification en Coupe du Monde, tu peux reprendre les déclarations qu'il a fait en conférence de presse. Oui, mais C'était l'objectif suprême pour lui. Donc effectivement, il l'a pas eu et malgré tout, il Oui, est mais reconduit. après Maintenant, moi, c'est- je pense que aujourd'hui, les consciences, elles sont comme en train de se réveiller et les gens voient vraiment des choses qu'ils ne voyaient pas avant. Ouais, et c'est très différent parce que Belmadi, quand il arrive, il est très 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 loin de s'imaginer qu'il va remporter une CAN. Donc forcément, On est il parle d'accord. de la Coupe du Monde. Mais enfin voilà, pour Non, moi. c'est des déclarations bon. qu'il a faites après la victoire En de la tout Coupe cas, d'Afrique. bonne chance aux Algériens. Et puis, on se retrouvera dans une prochaine émission pour parler un peu de tout ça. Merci Allez. à vous et à Merci. bientôt. À bientôt. Au revoir.